Bienvenue sur Tournant de la vie, l'endroit où les retournements du destin révèlent la véritable nature des gens. Si vous croyez au pouvoir de la justice et de la résilience, préparez-vous. Abonnez-vous, laissez un like et partagez. Car l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui est la preuve que la patience est la plus redoutable des armes. La guerre de Victoria commença un jour avant la bataille finale, non pas avec le son des canons, mais avec le renversement d'un verre de vin. Dans le somptueux salon du manoir des Blackwood, son cousin Richard, l'héritier présomptif, laissa accidentellement le liquide rouge tacher l'immaculé tapis persan blanc comme une blessure ouverte au cœur de la maison. Il l'appela, la domestique, et lorsque Victoria s'approcha, il jeta un chiffon à ses pieds avec un sourire narquois qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Nettoyez ça », ordonna-t-il, la voix suintant le mépris. « Après tout, c'est à ça que servent les gens comme vous. » Victoria s'agenouilla, les ongles s'enfonçant dans le chiffon, l'humiliation un poison familier qu'elle avalait depuis des années. Mais à l'intérieur, la femme ne ressentait pas de soumission, elle sentit le déclic final d'une serrure, la certitude que l'heure de la vengeance avait enfin sonné. Le soir même, dans son minuscule appartement qui contrastait brutalement avec l'opulence où elle travaillait, Victoria tenait le seul héritage qui lui restait, une photographie délavée de sa mère, Isabella. 20 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle l'avait vue dépérir, non seulement à cause d'une maladie, mais sous le poids d'un cœur brisé par la pauvreté et l'injustice. Sur son lit de mort, Isabella fit promettre Victoria. « Ils nous ont tout pris, ma fille, » murmura la mère, la voix faible. « Le nom de ton père, notre fortune, notre honneur. Jure-moi que tu ne te reposeras pas tant que la vérité ne sera pas révélée. Jure que tu restaureras le nom de Henry Blackwood. » Cette promesse n'était pas un souvenir. C'était le carburant qui l'avait maintenu en vie, l'architecte d'un plan méticuleux qui avait mis 2 décennies à se perfectionner et qui était sur le point d'être exécuté. Le lendemain, l'invitation arriva, remise en main propre dans le modeste couloir des employés. C'était un carton épais, avec les armoiries de la famille Blackwood gravées en or, l'invitant à la soirée de gala annuelle. Victoria tint le papier, son poids dans sa main bien moindre que le poids de l'intention, derrière lui. Elle savait, avec une clarté qui frisait la prémonition, que ce n'était pas un geste d'inclusion, mais l'apogée du piège de Richard. Il la voulait là, vulnérable et hors de son élément, afin de pouvoir monter un spectacle d'humiliation pour le plus grand plaisir de ses amis cruels. Un fin sourire, presque imperceptible, effleura les lèvres de Victoria. Elle regarda son propre reflet dans la vitre de la fenêtre. Le général ennemi venait de lui offrir le champ de bataille parfait, avec un public trié sur le volet, pour assister à son propre anéantissement. Le soir de la fête enveloppa le manoir Blackwood d'un éclat d'opulence et de fausse joie. Le champagne coulait à flots, et le son de rire vide résonnait dans les salons où Victoria avait l'habitude de passer l'aspirateur. Richard était le soleil autour duquel toutes les autres planètes tournaient, son ego gonflé par l'adulation de ses invités. Il attendait l'arrivée de sa cousine humiliée domestique d'un moment à l'autre, l'imaginant recroquevillé dans un coin dans une robe inappropriée. C'est alors que les grandes portes du salon principal s'ouvrirent et un silence momentané se répandit dans la foule. Victoria entra, non pas comme une servante, mais comme une reine. Elle portait une robe de velours sombre qui absorbait la lumière. Sa posture était royale, et sur son visage, il y avait une sérénité si profonde qu'elle semblait surnaturelle. Elle n'avait pas l'air d'appartenir à la fête. Il semblait que la fête lui appartenait. La surprise de Richard, cependant, se transforma rapidement en une colère froide. Si elle voulait une scène, il lui en donnerait une. Mais la pièce serait une tragédie dont elle serait la protagoniste. Avec un sourire prédateur, il s'approcha, prit une coupe de champagne et la frappa doucement avec une fourchette, attirant l'attention de tous. La salle se tut, les visages curieux se tournant vers l'hôte. Il passa un bras paternaliste et humiliant autour des épaules de Victoria. « Mes chers amis », annonça-t-il, la voix forte et pleine d'une fausse générosité, « j'aimerais vous présenter une personne très spéciale. Voici Victoria. Depuis des années, elle a été une présence incroyablement dévouée ici. Portons un toast à notre loyal domestique. » Une vague de rires étouffés et de sourires condescendants parcourut la foule. C'était l'apogée de son arrogance, le fond du gouffre pour l'héroïne qui resta immobile, absorbant le venin, le visage serein comme la surface d'un lac avant un raz-de-marée. Mais Victoria ne s'enfuit pas ni ne pleura.
Le raz-de-marée était sur le point d'arriver. Elle attendit que les rires diminuent, puis, d'un simple geste, elle leva la main. Le mouvement était si chargé d'une autorité inexplicable que la salle se tut à nouveau, cette fois par curiosité. Elle se dégagea doucement du bras de Richard et fit un pas en avant, devenant le centre de toutes les attentions. « Richard est très aimable », commença-t-elle, la voix calme et claire, tranchant dans la tension. « Mais il semble avoir oublié un détail important de mon histoire. » Elle balaya la salle du regard, le fixant sur les invités les plus âgés, dont les familles connaissaient les Blackwood depuis des générations. Mon nom complet est Victoria, et le nom de jeune fille de ma défunte mère était Isabella Times Blackwood. Le nom tomba dans la pièce comme une pierre, brisant le silence et propageant des ondes de choc et de confusion. Richard, pâle comme un fantôme, tenta de rire, mais le son qui sortit fut un croassement étranglé. « C'est ridicule, elle délire !» s'exclama-t-il, cherchant le soutien de la foule. « Mon oncle Henry n'a jamais eu d'autre fille. Cette femme est une escroc qui essaie manifestement de profiter d'un nom qu'elle a entendu traîner. » Victoria, cependant, resta impassible face à son déni frénétique. Lentement, elle leva la main droite et la lumière des lustres capta l'éclat d'une chevalière à son doigt. C'était une pièce ancienne et reconnaissable entre toutes, un faucon gravé dans l'onyx, les armoiries de la famille Blackwood. « Mon grand-père, Lord Alistair Blackwood, a donné cette bague à son fils unique, Henry, » dit-elle, la voix résonnant de vérité. « Et mon père, sur son lit de mort, l'a mise à mon doigt. Je suis certaine que les plus anciens ici présents reconnaissent le joyau de la famille. » Des murmures de reconnaissance parcoururent le salon, et le doute, une fois planté, commença à pousser comme une mauvaise herbe dans le jardin de la certitude de Richard. Désespéré, Richard appela la sécurité, sa façade de contrôle se désintégrant dans la panique. « C'est une copie, une imposture. Sortez cette femme d'ici tout de suite. » Mais les gardes hésitèrent, paralysés par l'autorité qui émanait de la femme calme au centre de la pièce. Victoria attendit que l'écho de ses ordres s'éteigne. Puis, elle fixa son regard directement sur le sien, un regard qui contenait 20 ans de douleur et de détermination. « Tu as raison sur une chose, Richard. Je ne suis pas une cousine éloignée accueillie par charité, comme l'histoire que tu te racontes pour dormir le soir. » Elle marqua une pause dramatique, s'assurant que chaque âme dans la pièce était suspendue à ses prochains mots. « Je suis la fille aînée et légitime de Henry Blackwood. » Elle fit un pas vers lui. « Je ne suis pas ta cousine. Je suis ta sœur aînée. » Le chaos éclata. La déclaration fut une bombe atomique, anéantissant la ligne de succession et le fondement même de l'identité de Richard en un instant. Au milieu du pandémonium, Richard, le visage rouge de fureur et de panique, tenta son dernier bluff. « Mensonges! Ce ne sont que des mensonges !» cria-t-il, la voix stridente de désespoir. « Mon père m'aimait. Il ne m'aurait jamais déshérité pour elle. » Il pointa un doigt tremblant vers Victoria, qui l'observait avec un calme glacial. Elle ne répondit pas à son accusation. Au lieu de cela, son regard se déplaça vers l'entrée du salon, et d'un signe de tête presque imperceptible, elle donna le signal. Comme s'ils n'attendaient que cela, 3 silhouettes entrèrent, se déplaçant avec une détermination qui fit taire la foule. C'était une journaliste d'investigation célèbre pour faire tomber des empires, un avocat aux cheveux gris avec la réputation d'un requin, et enfin le docteur Hamilton, âgé et respecté, le médecin qui avait soigné la famille Blackwood pendant des générations, le visage un masque de douleur profonde et réticente. L'avocat, May Adebayo, fut le premier à parler, sa voix calme et retentissante, emplissant le silence stupéfait. « Richard Blackwood, commença-t-il, nous ne sommes pas ici pour discuter uniquement de la légitimité de votre sœur, mais aussi des circonstances de la mort de votre père. » Richard rit, un son creux. « Mon père est mort d'une crise cardiaque. C'était une tragédie. » C'est alors que le docteur Hamilton s'avança, les épaules courbées sous le poids de 2 décennies de silence. « Non, Richard, ce ne fut pas le cas, » dit le médecin, la voix tremblante de culpabilité. « J'ai été forcé de falsifier le certificat de décès. Henry n'est pas mort d'un cœur faible. » Il regarda les invités horrifiés, puis Richard. « Votre père a été assassiné, empoisonné lentement à l'arsenic pendant 6 mois. » L'accusation de parricide flotta dans l'air, plus choquante et plus dévastatrice que n'importe quel scandale d'héritage. L'accusation de meurtre aspira tout l'air de la pièce, laissant derrière elle un vide d'horreur. Richard, acculé,
explosa dans une fureur sauvage. « C'est un complot !» hurla-t-il, le visage déformé. « Ce vieil homme est sénile, et cette femme est une menteuse. Vous n'avez rien. Où sont les preuves ?» Il regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais ne trouva que des visages pâles et des yeux effrayés. Personne ne bougea pour l'aider. Ce fut la journaliste, Madame Diallo, qui répondit. La voix calme et précise comme le scalpel d'un chirurgien. « Les preuves, Monsieur Blackwood, sont ce que votre sœur a passé ces dernières années à compiler. » D'un signe de tête, un assistant connecta son ordinateur portable à un grand écran sur le mur, le même que Richard devait utiliser plus tard pour une présentation sur son succès. Les lumières du salon baissèrent et tous les regards se fixèrent sur l'écran blanc qui était sur le point de devenir la pierre tombale de la réputation de Richard. Ce qui suivit ne fut pas une accusation, mais une exécution publique. D'abord apparurent les relevés bancaires, 20 ans de paiement mensuel totalisant des millions, depuis un compte de façade de Richard vers un compte secret du docteur Hamilton. Ensuite, des copies de lettres anonymes envoyées à Isabella après la mort de son mari, la menaçant pour qu'elle accepte un accord misérable et disparaisse. Et puis, le coup de grâce. Madame Diallo appuya sur une touche et le système audio du manoir, conçu pour la musique d'ambiance, fut rempli par la voix d'un Richard plus jeune, enregistré lors d'un appel téléphonique désespéré avec le médecin. « Si tu oses parler de l'arsenic, de ce que nous avons fait, » résonna la voix, pleine d'une panique mortelle. « Je jure que tu connaîtras la même fin que lui. Personne ne retrouvera jamais ton corps. » Le son de sa propre conspiration meurtrière se répercutant sur les murs de sa maison, scella son destin. Le silence qui suivit l'enregistrement fut plus lourd que n'importe quel cri. La voix assassine de Richard flottait encore dans l'air, un fantôme qui condamnait l'homme vivant. Il regarda les visages de ses invités, y voyant non pas de l'admiration, mais de l'horreur et de la répulsion. Le pouvoir qu'il exerçait sur eux, bâti sur des fondations de peur et d'argent, s'évapora à cet instant. Ses jambes cédèrent, et il tomba à genoux sur le même tapis blanc où l'humiliation de Victoria avait commencé, le corps tremblant de manière incontrôlable. À ce moment précis, le son lointain des sirènes commença à se rapprocher du manoir. Les portes s'ouvrirent à nouveau, révélant cette fois non pas l'élite de la ville, mais la force de la loi. 2 inspecteurs entrèrent, l'expression sérieuse, et se dirigèrent directement vers Richard. Le cliquetis des menottes à ses poignets fut le son final et définitif de sa chute. Tandis que Richard était relevé et emmené, spectre pathétique de son ancien lui, Victoria se tourna vers l'assemblée de statues, choquée. Sa voix, quand elle parla, n'était pas triomphante, mais d'une clarté tranchante, la voix d'une juge prononçant une sentence, non pas pour le criminel, mais pour les témoins. « Il y a quelques minutes, commença-t-elle, vous avez tous ri. Vous avez ri parce qu'il m'a appelé domestique et que dans votre monde, cela faisait de moi un être inférieur, un objet d'amusement. » Elle marqua une pause, son regard balayant chaque visage coupable. « Maintenant, vous me regardez dans un silence respectueux. Qu'est-ce qui a changé? Je suis la même femme. La seule différence est la perception que ma lignée et ma fortune surpassent les vôtres. » Elle fit un pas en avant. « Cela ne révèle rien sur qui je suis, mais cela révèle absolument tout sur qui vous êtes. » L'accusation morale de Victoria plana dans l'air, plus dévastatrice que toute révélation de crime. Honteux, les invités commencèrent à se disperser, non avec la fanfare d'une sortie mondaine, mais avec la hâte silencieuse, de complices fuyant une scène. En quelques minutes, le grand salon, autrefois vibrant de vie et d'arrogance, était vide et silencieux, un mausolée de coupes de champagne à moitié pleines et de secrets exposés. Victoria resta seule, au milieu des décombres de la fête, le silence résonnant à ses oreilles. Elle ne ressentait pas l'euphorie de la victoire, mais le poids épuisé de la fin d'une guerre de 20 ans. Son regard se leva vers le grand portrait de son père, Henry Blackwood, qui l'observait depuis le dessus de la cheminée avec des yeux doux. Elle toucha la bague en onyx à son doigt. « J'ai réussi, maman », murmura-t-elle au silence. La promesse a été tenue. 6 mois plus tard, le nom Blackwood, qui avait été d'abord entaché par le soupçon puis par le scandale, était lentement redéfini. Victoria, désormais PDG incontestée de l'entreprise de son père, dirigeait non pas du haut d'une tour d'ivoire, mais depuis le centre d'une opération de reconstruction. Elle lança un audit complet, exposant les pratiques corrompues de Richard et licenciant les cadres qui avaient été complices de son règne toxique.
Le nom de Richard, après un procès rapide et humiliant, devint une note de bas de page dans l'histoire de l'entreprise. Le souvenir d'un tyran qui pourrissait désormais dans une cellule de prison. Victoria, cependant, n'était pas intéressée à régner sur des cendres. Son objectif était plus noble, transformer l'entreprise que son père avait créée avec des rêves en une entité qu'il serait fier de reconnaître, une force d'éthique et d'intégrité. L'un des premiers actes de Victoria en tant que dirigeante fut de redéfinir la valeur au sein de sa propre entreprise. Elle convoqua dans sa nouvelle et imposante salle de réunion l'une de ses anciennes collègues de l'équipe de nettoyage, Amanda, une femme d'âge mûr qui l'avait toujours traitée avec une bonté silencieuse, même quand elle n'était que la cousine pauvre. Amanda entra, nerveuse, s'attendant à être envoyée. Au lieu de cela, Victoria lui offrit le poste de chef du département du bien-être des employés, nouvellement créé. Pendant que j'étais sous couverture, je ne voyais pas seulement la saleté dans les coins, je voyais le caractère des gens, dit Victoria, la voix douce mais ferme. J'ai vu comment tu partageais ton déjeuner avec ceux qui n'en avaient pas et comment tu défendais les plus jeunes. Les gens avec ton intégrité n'ont pas leur place au sous-sol de cette entreprise. Ils en sont le fondement. Les pleurs de joie d'Amanda résonnèrent dans la salle qui n'avait connu que des ordres froids, signe qu'une nouvelle ère avait commencé. Mais la reconstruction de Victoria allait au-delà des murs de son empire corporatif. Pour honorer véritablement ses parents, elle utilisa une part substantielle de la fortune récupérée pour créer la fondation Henry and Isabella Blackwood, une organisation à but non lucratif dédiée à offrir un soutien juridique et éducatif aux familles qui, comme la sienne, avaient été écrasées par le pouvoir et la cupidité des riches. Elle ne voulait pas seulement gouverner le monde dont elle avait hérité, elle voulait réparer les fissures de ses fondations. Bien des soirs, elle se retrouvait debout à la fenêtre de l'ancien bureau de son père, contemplant les lumières de la ville. Le feu de la vengeance qu'il avait consumé pendant 20 ans s'était éteint, remplacé par la chaleur constante d'un but. La justice, avait-elle appris, ne consistait pas seulement à punir le mal, mais à construire activement le bien. L'histoire se divise donc en deux destins, nés de la même lignée mais scellés par des choix opposés. Dans sa cellule, Richard Blackwood est hanté non pas par les fantômes qu'il a créés, mais par le vide de son propre être. Dépouillé de son nom et de sa fortune, il a été forcé de confronter la vérité que, sans son pouvoir pour intimider et son argent pour acheter la loyauté, il n'était rien. Victoria, d'un autre côté, a trouvé sa véritable liberté, non pas en héritant de la richesse, mais en se libérant du poids de la haine. Sa victoire finale ne fut pas le son des menottes se refermant sur les poignets de son frère, mais le son des rires d'un employé nouvellement valorisé et la gratitude dans les yeux d'une famille aidée par sa fondation. Elle a appris que la justice n'était pas seulement une destination, mais un voyage, et que la paix venait non pas à la fin de la guerre, mais au début de la reconstruction. Et ainsi, que cette chronique serve de rappel. Un rappel que l'arrogance creuse toujours deux tombes, une pour sa victime et une autre, plus profonde, pour elle-même. L'histoire de Victoria Blackwood nous enseigne que la vengeance peut être le feu qui nous réchauffe dans la nuit froide de l'injustice, mais que le but est le soleil qui nous permet de nous épanouir le jour suivant. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la capacité à faire plier les autres, mais dans la force de rester debout quand tout semble perdu, et dans la sagesse d'utiliser la victoire non pour écraser, mais pour élever. Car dans le grand théâtre de la vie, le retournement le plus spectaculaire n'est pas la chute du méchant, mais l'ascension du héros vers un lieu de paix que l'argent ne peut acheter et que la méchanceté ne pourra jamais toucher. Nous espérons que cette histoire de justice et de résilience a touché votre cœur. Sur Tournant de la vie, nous croyons que chaque vie a un tournant qui définit tout. Pour plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager. Votre voyage avec nous ne fait que commencer.